Bonjour, c'est Anne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage quelques questions qui contribuent à éviter une relation avec un ou une narcissique masqué. Ces questions vous aideront encore plus si vous n'avez pas une personnalité belliqueuse, si vous êtes une personne qui apprécie la paix, la fluidité et l'harmonie dans les relations. Ou encore, si pour vous, une relation est plus épanouissante quand elle est gagnant-gagnant, donneur-donneur et non donneur-preneur. Si vous pensez que votre vulnérabilité va être encore plus accentuée dans une relation avec une personne narcissique, tout particulièrement avec une personnalité narcissique masquée, les 7 questions suivantes pourront vous intéresser. Première question, demandez-lui quel est son style d'attachement. Avec la question du style d'attachement, vous challengez une personnalité narcissique masquée. Même si cette dernière porte un masque, vous allez identifier ce masque plus rapidement. Et si en plus, vous avez posé des limites, des non négociables que poserait une personne sécure, vous créez une double vigilance et protection. Voyez-vous, les narcissiques masqués ont l'art de compliquer même les choses simples. Et quand vous êtes en relation avec eux, il y a toujours un sentiment de confusion que vous ressentez. Ce sont ces 2 traits identifiés assez rapidement qui m'ont permis il y a 3 mois à peine de sortir d'une relation professionnelle alors qu'il y a 1 an ou 3 ans, j'aurais attendu plus d'évidence. Et juste après avoir eu ce discernement, un autre futur m'a été présenté. Alors, en posant cette question sur le style d'attachement et en allant faire des recherches sur ce sujet, vous allez éviter 80% des problèmes, des tentatives de contrôle, de manipulation implicite à venir. Voici une excellente nouvelle. On ne peut pas être narcissique et être sécure en même temps. C'est impossible. La mauvaise nouvelle est que je crois que moins tiers des gens est sécure. Voici d'ailleurs un petit exercice. Déconstruisez votre famille, vos amitiés tout le long de votre vie. Quel pourcentage représentaient les sécures, les anxieux préoccupés, les évitants et enfin les désorganisés? Voyez-vous, nos anciens et actuels lieux de socialisation comme la famille, les amis, l'école, le milieu professionnel, nos engagements bénévoles sont une excellente source d'informations que nous ne voyons pas, alors que consolidées, ces relations constituent un échantillon exploitable. L'attachement sécure a été vraiment bien résumé par Daniel Siegel, psychiatre américain et un des experts mondiaux du cerveau de l'enfant. Dans son livre L'attachement, Daniel Siegel développe le concept PARC, P-A-R-C, pour présence, attention, confiance, réconfort, quand il évoque comment un parent peut consolider l'attachement sécure. Or, l'attachement est la première raison de séparation de couple, derrière les problèmes en surface. Une personne sécure, par exemple, va toujours chercher la vérité dans une critique ou un feedback et n'hésitera pas à se remettre en question et donc à prier l'autre de l'excuser. Tout simplement parce que les personnes sécures ont eu ce besoin d'attachement et d'authenticité, satisfait avec au moins une personne dans leur environnement. Ces personnes sécures ont donc tendance à entrer ainsi dans leur relation dès le premier rendez-vous, là où les personnes non sécures peuvent se méfier, créer de la distance et avoir besoin d'un semestre, voire d'une année pour se sentir proche de quelqu'un. Si vous êtes une personne sécure, optez pour une personne qui vous ressemble, une autre personne sécure, tout particulièrement si vous êtes une femme
sécure. Si vous n'êtes pas sécure, il y a toujours un espoir. Apprenez tout du comportement des personnes sécures et commencez à leur ressembler, à faire comme elles font. N'attendez surtout pas que la sécurité vienne de l'autre, parce que vous n'allez pas forcément rencontrer une personne sécure, patiente. Très souvent, de nombreux sécures sont des écorchés vifs. Beaucoup de personnes sont devenues anxieuses parce qu'elles ont été en relation avec une personne au style d'attachement évitant ou avec une personne à la personnalité narcissique. Pourquoi je dis ça? J'ai lu plus de 200 commentaires de femmes et d'hommes sécures dans le monde anglophone et dans le monde francophone. Et je peux garantir que pour ces personnes, c'est terminé. Les personnes qui n'ont pas un attachement sécure. Deuxième question à poser, demande-lui quelles sont ses 5 valeurs par ordre de priorité. Partager ses valeurs avec quelqu'un d'autre, c'est montrer sa disponibilité émotionnelle. C'est dire qu'on est ouvert à la rencontre. Quand on a des valeurs, on les marche soi-même d'abord. Or, les narcissiques masqués font aux autres ce qu'ils n'aimeraient surtout pas qu'on leur fasse. Ils ne portent leurs valeurs que sur vous, que sur nous, et jamais sur le long terme sur eux. Les informations que vous allez recevoir à travers ces questions sont là pour que vous ne perdiez jamais de vue le degré de consistance et de congruence des narcissiques masqués dans ce qu'ils ont dit qu'ils étaient. Les valeurs disent qui nous sommes. Ma première valeur, par exemple, est la loyauté. Et la loyauté m'a fait rester parfois plus longtemps que prévu dans certaines relations. Mais ça, c'était avant la découverte des traits toxiques, narcissiques et du narcissisme masqué dans mes relations passées, lourdement devenues asymétriques. Et en 3 ans, j'ai mis fin à mes 4 plus vieilles relations depuis le début de ma vie. Vous voyez donc que vos valeurs vont vous permettre d'identifier les personnes en lesquelles vous vous voyez. Dès lors, vous ferez plus confiance. L'enjeu ici est votre système nerveux. Comme l'avait si bien dit une jeune femme rentrée un jour de voyage professionnel et qui découvrit que son mari avait vidé tout leur appartement et était parti. Avec les 2 liens que je vous propose dans la vidéo, vous pouvez découvrir ces 2 témoignages dans ces interviews avec la journaliste américaine Tamron Hall. La deuxième, plus grande leçon sur les valeurs que j'ai apprises est que si vous n'avez pas exactement le même système de valeurs, la relation court à l'échec visible ou invisible, à court, moyen ou long terme. Ce témoignage d'une femme divorcée que je mets ici à l'écran ne dit pas autre chose. Avoir un même système de valeurs est si important qu'au cours d'une formation, une personne racontait comment au moment de leur séparation, elle avait découvert que son compagnon gagnait beaucoup plus qu'elle, mais exigeait une répartition des charges du foyer de 50% chacun. Cette femme croyait que son compagnon avait les mêmes revenus qu'elle. Quand elle a découvert la vérité, au moment de la séparation, elle s'est sentie financièrement trempée pendant des années. En psychologie financière, on appelle ça l'infidélité financière. S'ils avaient été mariés, ça aurait coûté financièrement énormément à cet homme, mais voilà, ils n'étaient pas mariés. Donc, si vous avez par exemple pour valeur l'honnêteté ou l'intégrité, marchez avec l'homme ou la femme qui a pour valeur la transparence et la confiance. Les valeurs doivent être similaires ou strictement complémentaires sur tout, c'est-à-dire sur la spiritualité, sur l'argent, sur l'éducation des enfants à venir et sur les relations avec la future belle famille. Ces 4 points sont des conseils livrés par l'entrepreneur et auteur américain Dave Ramsey. Et ce que j'ai vu dans ma vie lui donne raison. J'ai vu des relations être vouées à l'échec dès le départ parce que la belle-mère n'aimait pas la belle-fille. Et j'ai vu ça tellement de fois depuis mon enfance que ça a toujours été un de mes non négociables. Pas de belle famille accueillante, pas de relation. Si une belle-mère n'est pas capable de m'aimer comme ma mère m'a aimé, je n'entre pas dans la relation avec
avec son fils. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse aimer son compagnon et ne pas aimer la mère de son compagnon si les deux ont une relation proche. La troisième question indispensable à poser est: depuis quand date ton célibat? De quand date ta dernière relation intime? Et il s'agit de savoir avec cette question si vous êtes en face d'une personne qui peut vivre par elle-même ou qui au contraire a constamment besoin d'être en relation. Or, toute relation qui se termine nécessite une période de deuil, de mort de la version qui était dans cette relation. Toute relation et sortie de relation impose un repositionnement. Est-ce que je veux toujours être comment j'étais dans la dernière relation? Qu'est-ce que j'aimais vraiment dans cette relation et qu'est-ce que je n'aimais pas du tout? Jusqu'où suis-je restée la même et jusqu'où ai-je le sentiment de m'être perdue de vue? Et enfin, si l'univers pouvait exaucer mes prières, quels sont mes vrais besoins pour une relation durable, voire à vie, si c'est mon désir intime? Nous les femmes, nous tombons souvent dans le piège de chercher à combler nos désirs dans une relation, au lieu de chercher à satisfaire d'abord nos besoins, se sentir en sécurité, avoir le sentiment qu'on est une priorité pour cet homme, avoir les évidences qu'il sera capable d'être un roc, une stabilité à tous les niveaux, émotionnels, psychologiques, financiers, intellectuels, avoir les évidences d'un bon leadership, qu'il est capable de protéger sa compagne, de se sacrifier pour elle. Avoir les évidences qu'il a la compétence amoureuse et sait relationner avec sa femme, avec sa compagne. Quand on ne prend pas ce temps, on risque d'expérimenter plusieurs relations qui vont laisser des traumas. Et surtout, ces relations au niveau invisible vont se ressembler tellement, même dans différents corps physiques de l'autre partenaire. Avoir une meilleure relation à l'extérieur commence par avoir une meilleure relation avec soi. L'autre avantage de cette question est que la réponse fournie permettra de remarquer le niveau de complétude d'une personne. Si cette personne est en train, par exemple, de mener à bien ses propres objectifs de réalisation de soi. Je pense qu'une personne qui sait être seule a plus de capacité à apprécier le besoin de se retrouver seule de son partenaire. Elle saura même être avec l'autre sans forcément combler ses moments à deux avec du bruit, des conversations et un surplus d'activité. Dans une interview, j'entendais Adam Lane Smith, ancien thérapeute américain de couple et de famille, qui s'est depuis spécialisé sur le style d'attachement, dire que les applications de rencontres sont remplies de personnes au style d'attachement insécure, donc anxieux, évitant ou désorganisé. Donc, poser cette question aide à savoir tout simplement si l'autre s'est donné quelques semaines ou mois de travail sur lui, d'introspection, de deuil de l'ancienne relation et de guérison intérieure. Quatrième question à poser: comment sais-tu que tu es en train de devenir qui tu étais supposé être? Cette question est l'une de mes préférées. Là encore, c'est parce que c'est une question qui permettra de savoir pour vous, comme pour l'autre, jusqu'où vous vous connaissez individuellement. C'est votre capacité d'introspection aussi dans la relation en construction qui sera ici mise en lumière. C'est aussi une question qui rend vulnérable et la vulnérabilité est la porte d'entrée de l'intimité intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. En effet, demander à l'autre si il ou elle est en train de devenir ce que cette personne était supposée être, c'est finalement en savoir plus sur son passé, son présent et son futur, c'est-à-dire la vision globale qu'elle a de sa vie. On peut avoir les mêmes valeurs, mais si on n'a pas les mêmes idéaux, c'est se compliquer la vie. Je me souviendrai toujours de ces mots entendus en 2016 de l'enseignante spirituelle Aruna Lipschitz qui m'avait libérée à un moment où je pensais que quelque chose ne tournait pas rond chez moi. Dans cette vidéo que j'ai retrouvée et que vous allez voir à l'écran, Aruna Lipschitz dit: un bon couple, c'est 100% d'idéal commun, 50% d'intérêt commun et 10%
ressent d'attraction sexuelle. Et elle rajoute, nous faisons complètement le contraire. Par ces mots, je trouvais enfin une explication qui relevait de l'inconscient chez moi. Je savais dans mes anciennes relations, dans mon passé relationnel, que plusieurs choses clochaient, mais je ne savais pas ce qui clochait. Parce qu'il n'y avait jamais eu ce 100% d'idéal commun dans mes anciennes relations, cela rendait le reste impossible à poursuivre. Plus encore, dans le monde anglo-saxon, j'ai souvent entendu cette raison de séparation que je traduis en français par « on a grandi séparément, on a évolué séparément ». Rares sont les hommes ou les femmes qui disent « j'avais tellement grandi et évolué dans la relation et devant sa volonté de grandir aussi, mais à son rythme, j'ai créé du temps, de l'espace. » Pour lui, pour elle, j'ai été patient ou patiente. Donc, cette quatrième question interroge la capacité d'état d'esprit de développement relationnel. Mon expérience m'a permis de voir à quel point les gens avaient un état d'esprit de développement au niveau professionnel ou quand cela touchait avec évidence leur compensation financière. Mais dès l'instant où ils n'étaient pas payés, ce qui est le cas des relations de couple, ils ne trouvaient pas certaines choses assez importantes pour faire des efforts. Réfléchissez-y avec moi. Si on promettait à certaines personnes 1 000 € par mois, pensez-vous qu'elles feraient des efforts pour répondre aux besoins de l'autre partenaire dans la relation? Personnellement, je pense que oui. C'est donc important de savoir où l'autre va, dès le premier rendez-vous si c'est possible. Où il va est la destination. Par exemple, à Roissy-Charles de Gaulle, certaines destinations ont la même porte d'embarquement, mais les valeurs vous disent si vous montez à bord du même avion. Le style d'attachement est le billet pour cet avion. Avoir un siège en classe économique, business ou première, c'est comme avoir un style d'attachement sécure à 70%, 80% ou 90% et plus. Cinquième question. Demandez-lui ceci. Quel est le but supérieur de notre relation? Certaines personnes veulent une relation pour juste profiter de moments ensemble, plus ou moins en toute exclusivité. D'autres, en revanche, et c'est de plus en plus le cas, indiquent ouvertement être en train de rencontrer plusieurs personnes en même temps et d'échanger avec elles, sans intimité physique ou sexuelle, bien sûr. D'autres encore affichent dès le départ que toutes leurs rencontres sont intentionnellement mariage friendly, c'est-à-dire avec pour but de se marier légalement. Mais la question du but supérieur de la relation va plus loin que ça. Il s'agit de donner à la relation un but supérieur, un engagement spirituel, là où 1 + 1 font 3, là où la dimension sacrée d'une relation, tout particulièrement en vue d'un mariage, peut éclore. Là où cette relation se crée pour le divin, ou en des termes plus humbles, là où se rencontrent le masculin sacré et le féminin sacré. Cette question permet donc de connaître les intentions de l'autre et le type d'engagement qui est et sera l'investissement spirituel de départ de l'autre. Une personne, homme ou femme, qui prend le mariage au sérieux et a envie d'une relation durable sans perdre l'épanouissement et le bonheur de chacun de vue, n'aura pas la même réponse qu'une personnalité narcissique masquée. Le but supérieur d'une relation a un effet multiplicateur. Non seulement il impactera la capacité à être compétitif en amour de façon joyeuse, espiègle, mais il préfigure aussi d'autres formes de succès. Nombreux sont les hommes mariés que j'ai écoutés qui disaient, par exemple, qu'ils n'auraient jamais connu leur succès actuel sans leur épouse, y compris même les plus connus. Nombreuses sont les femmes aussi, y compris les femmes qui étaient sainement évitantes, qui clairement savaient que leur relation avait un but supérieur, une dimension spirituelle. Quand deux personnes entrent en relation avec une disposition d'engagement à vie, par, avec et pour l'amour, le narcissisme ne peut pas trouver sa place. Ce sont des personnes qui savent être seules, qui n'ont pas une peur de l'abandon, qui même si elles ont appris à compter et sont capables de compter sur elles, elles aiment le travail
travail que cela implique d'être en relation. 6e et avant-dernière question à poser, comment étais-tu enfant? Qu'aimais-tu le plus? Quels heureux souvenirs as-tu gardés? Cette question vise à évaluer la capacité de vulnérabilité d'une personne et partant sa disponibilité émotionnelle avec elle-même avant tout. J'ai 1 milliard de souvenirs d'enfance au Cameroun et en France, plus que l'enfance va en psychologie jusqu'à 18 ans, probablement 21 ans si la majorité dans un pays est de 21 ans. Mon expérience m'a appris que les narcissiques ont des difficultés à se souvenir de certains pans de leur vie. Bien sûr, le trauma peut faire oublier certains pans de notre vie. Le problème est que tout stress crée des traumas. On ne se sent plus en sécurité. On commence à croire qu'on est en danger et on peut commencer à voir le danger partout. On ne voit pas la nécessité de ressentir jusqu'au bout ce qu'on ressent. On perd la vue longitudinale de sa vie et les différences, les évidences proposées par le présent pour une meilleure perspective deviennent du luxe. Mais si une personne n'est pas capable d'introspection, c'est un énorme drapeau rouge. Vous courez devant des moments de confusion, des moments où demander pardon pour le narcissique est comme se diminuer, mourir, s'humilier. Cette question peut donc aider à identifier la capacité d'intimité de l'autre avec lui-même et surtout qui parle ou agit derrière l'adulte. Est-ce le soi blessé ou le vrai self, même de manière maladroite? Nous avons tous un enfant intérieur et l'idéal est d'avoir un enfant intérieur libre et joyeux. Petit exercice, ressortez la photo de votre version de 10 ans et écrivez-lui une lettre personnelle. Qu'avez-vous envie de dire à cette version de 10 ans? Qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? Donnez-vous une belle heure ensemble et vous verrez à quel point ça va vous changer. Notez de 1 à 10 vos ressentis, vos émotions et votre humeur au début de l'exercice puis à la fin de l'exercice. Une personne qui n'est pas capable de raconter son enfance dit quelque part qu'elle a des traumas non résolus. Car s'il y a bien une chose que le trauma fait, c'est qu'il peut nous faire oublier des périodes de notre vie sans nous en rendre compte. D'après la thérapeute américaine Dr. Spirit, 50% des maladies mentales aux États-Unis se développent avant 14 ans, 75% avant 24 ans. Et quand les gens arrivent devant un thérapeute, ils avaient commencé à développer des symptômes autour des conditions de santé mentale 11 ans auparavant. 7e et dernière question à poser. Dès le premier rendez-vous, si vous pouvez, quels sont tes langages d'amour favoris? Quels étaient ceux de ta dernière relation? Que te reproches-tu dans ta dernière relation et qu'as-tu appris de celle-ci? Non, il ne s'agit pas d'empiéter sur la relation passée de l'autre, mais de savoir jusqu'où cet autre était attentif aux besoins de son partenaire, avec quelle consistance et fréquence, soit 2 rythmes qui échappent au narcissique masqué, passer le love bombing. Les langages d'amour sont un peu comme les valeurs soulignées plus tôt. Quand il s'agit des narcissiques masqués, ils vont demander mais ne s'attendent pas à ce que l'autre fasse une demande au même niveau. En matière d'intimité, sur le long terme, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on verra rapidement, qu'on verra même peut-être dans les premiers mois, voire la première ou la 2e année. Mais sur le long terme, ils sont des takers, non des givers. Ils sont des preneurs, non des donneurs. Ils peuvent être là à cause de la peur de l'abandon, peut-être parce qu'ils peuvent avoir un certain confort de vie, peut-être parce qu'ils avaient des projets d'enfants ou voulaient un coparent pour leurs enfants. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment encore et toujours leur conjoint, partenaire ou compagnon. On ne peut pas aimer quelqu'un et ne pas
répondre à ses besoins. C'est la première illustration de respect et de considération. En outre, une personne qui ne se reproche rien dans une ancienne relation pensera qu'elle n'a rien à se reprocher dans la prochaine relation. De même, si elle ne partage pas ce qu'elle a appris, cela peut faire supposer qu'elle était dans la relation avec désinvolture, qu'elle n'était pas vraiment engagée dans la relation et surtout qu'elle portait un masque. Si vous êtes un homme et que vous comprenez l'anglais, parce que hélas, je ne crois pas avoir vu de sous-titres en français. Il y a une vidéo de témoignage d'un homme qui explique pourquoi, dans sa vingtaine, il est resté pendant 7 ans dans un mariage sans intimité sexuelle. Ce qui est certain est que son épouse n'était pas du tout sécure, je vous le garantis. Pour un autre homme marié dans cette autre interview, hélas, l'intimité sexuelle était absente depuis 20 ans. Beaucoup d'hommes s'expriment de plus en plus sans honte et sans culpabilité sur ce sujet. C'est très courageux, c'est bouleversant et surtout, ça sert de leçon à tout le monde, y compris aux femmes. Les commentaires dans les 2 vidéos sont heureusement traduisibles en français et ils ne sont pas à manquer parce que d'autres hommes sont passés par ces 2 expériences. Vous allez aussi trouver des témoignages de professionnels, des avocats, des thérapeutes qui, de par leur métier, connaissent bien les relations de couple et s'expriment aussi sur ce problème à plusieurs ramifications. Beaucoup d'entre nous, en sortant d'une relation, se reprochent d'être restés trop longtemps, alors que nos besoins n'étaient pas honorés. Et dans ce cas, beaucoup ont appris à dire leurs besoins et leurs non négociables. Certains se reprocheront d'avoir plus aimé l'autre qu'ils se sont aimés. Et d'autres regretteront d'avoir cédé à certains jeux de pouvoir, de contrôle et de nombreuses situations dans lesquelles ils donnaient, mais avaient le sentiment de recevoir en permanence des miettes. Une femme éveillée, et je dois dire un homme sécure aussi, ne chercheront pas à avoir raison dans une relation. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir moins tort. Ce qui les intéresse, c'est la vérité. Autrement dit, c'est comment faire avancer le sujet ou le point à l'ordre du jour. Il ne s'agira pas d'être toujours dans la paix et l'harmonie, ce qui peut conduire au people pleasing, à la nécessité exagérée de plaire. Non, savoir être d'accord, avoir envie de comprendre la perspective des autres, c'est tout simplement être dans le vrai soi, être dans la curiosité, la compassion, c'est être dans la perspective, c'est avoir envie d'apprendre de l'autre, parce que apprendre de l'autre, c'est aussi faire montre d'humilité. Comme conclusion de ce partage, je dirais que quand vous aurez posé toutes ces questions, toutes ces 7 questions, vous aurez l'opportunité de connaître l'autre en profondeur. Vous pourrez même peindre en mots, en images, en scène, le modèle Rise évoqué dans la vidéo sur les femmes narcissiques masquées. Pour rappel, le modèle RISE, R-I-S-E-S comme acronyme, a été développé par la psychologue américaine Dr. Spirit, où elle parle de 5 formes d'intimité. R pour l'intimité récréative, I pour l'intimité intellectuelle, S pour spirituelle, E pour émotionnelle et le deuxième S pour l'intimité sexuelle. Avec ces 7 questions, vous avez l'opportunité de co-créer dès le premier rendez-vous les 4 premières formes d'intimité, hors intimité sexuelle bien sûr, avec transparence, authenticité. Cette transmission touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Belle journée et à bientôt.